présentation. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre cercle géopolitique de la Fondation Dauphine Jean-Pierre Maulny. Jean-Pierre Maulny est directeur adjoint de l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques, institut que vous connaissez certainement puisque évidemment beaucoup de publications et beaucoup d'études et beaucoup de manifestations passent par l'IRIS. Monsieur Maulny est spécialiste des questions de défense, de l'industrie de l'armement, des ventes d'armes, et il a notamment, au cours de sa longue carrière, été chargé de mission auprès du président de la Commission de la Défense nationale entre 1997 et 2002. Mais ceci, évidemment, ce bref curriculum vitae n'est pas exhaustif. Alors, quelques mots de présentation rapide avant de lui passer la parole. Nous savons tous que la croissance du budget militaire de la Chine inquiète les États-Unis, et même si l'écart entre les dépenses budgétaires des deux pays reste encore important et en faveur des États-Unis, il est clair que l'objectif chinois affirmé de devenir le leader mondial en 2050 dans tous les domaines, en particulier dans le domaine militaire, est pris très au sérieux outre-Atlantique. Quels sont les moyens réels dont dispose la Chine ? Quels sont ses objectifs en termes de capacité de projection à l'intérieur de ses frontières? Est-ce que la Chine vise simplement à plutôt préserver ses territoires, entre guillemets, dans la mer de Chine, ou bien est-ce qu'il y aurait des ambitions plus larges? En quoi la rivalité entre la Chine et les États-Unis peut être comparable ou non comparable à celle de la guerre froide au temps de l'URSS? Eh bien, autant de questions sur lesquelles M. Maulny va nous apporter sa grande expertise dans ce domaine. Alors, avant de lui passer la parole et de le remercier d'avoir bien voulu intervenir dans notre cercle, je rappelle les deux conférences à venir, puisque les suivantes ne sont pas encore complètement précisées dans leur thème et dans leur date. Donc, le mercredi 17 mars, M. Ahmet İnsel, qui est politologue, journaliste, éditeur, enseignant, analysera la posture actuelle de la Turquie dans la géopolitique et plus particulièrement le rôle que la Turquie veut jouer comme leader de la Méditerranée. Le jeudi 1er avril, M. Claude Blanchemaison, qui est ancien ambassadeur de France à Moscou, traitera des relations internationales de la Russie dans le contexte actuel, à savoir celui d'une nouvelle administration américaine, a priori plus ouverte peut-être, en tout cas plus ouverte à beaucoup d'égards que la précédente. Je vous tiendrai bien sûr au courant de la suite du programme en fonction des réponses des conférenciers que j'aurais pu contacter. Voilà, je remercie encore M. Maulny et je lui passe la parole. Bien, bah écoutez, merci. Effectivement, donc la question qui m'est posée, c'est de savoir si la Chine est donc une menace aujourd'hui, une menace militaire pour les États-Unis, ou si ça peut devenir une menace militaire pour les États-Unis. Je crois que la première chose qu'il faut voir, c'est que la décennie qui s'ouvre, c'est celle de la compétition entre la Chine et les États-Unis pour devenir la première puissance mondiale économique. Et ça, c'est naturellement une question dont on avait les prémices auparavant. Mais peut-être déjà quelques chiffres sur le sujet qui donnent quand même une indication sur le rattrapage extrêmement rapide de la Chine vis-à-vis des États-Unis. Pour les chiffres des prévisions pour 2021, en termes de PIB pour les États-Unis et pour la Chine, ça donnait à peu près 22 000 milliards de dollars de PIB pour les États-Unis et 16 500 milliards de dollars pour la Chine. C'est-à-dire à peu près en fait 75% du PIB des États-Unis, ce qui est déjà extrêmement important. Et ce qu'il faut voir surtout, c'est que si on se projette simplement 20 ans en arrière, en 2000, le PIB chinois, il était d'environ 1 750 milliards de dollars et celui des États-Unis, il était de 10 000 milliards de dollars. Donc en 2000, le PIB de la Chine, ça représentait 17,7%, 5% du PIB des États-Unis. Donc on voit bien que le rattrapage est très rapide. Et en fait, les prévisions donnaient jusqu'à récemment en fait, un rattrapage complet de la Chine aux environs de 2032, où la Chine pourrait devenir la première puissance mondiale, puissance économique mondiale.
Et avec comment dire, les chiffres récents, tout simplement l'impact du Covid-19 qui a été moins grand en Chine que pour les États-Unis, les projections maintenant, ça donne 2028. Ce qui veut dire que si Joe Biden, par exemple, fait 2 mandats, ça voudrait dire qu'à la fin de son 2e mandat, il pourrait quitter la présidence des États-Unis, au moment où la Chine devient la première puissance économique mondiale. Ce qui veut dire notamment que ça impactera certainement fortement les élections américaines en 2028. Alors, naturellement, la question qui se pose, c'est de savoir si la Chine peut concurrencer les États-Unis également sur le plan militaire. Je pense qu'il faut le regarder de 3 manières. Il y a la question tout simplement des différends en matière de politique étrangère, la question de l'effort de défense proprement dit, et puis la question du rattrapage technologique est peut-être la question la plus importante et qui inquiète le plus les États-Unis, au-delà de la question de l'effort de défense proprement dit. En matière de politique étrangère, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a de différends majeurs en fait entre les États-Unis et la Chine, mais il y a quand même un contexte qui, globalement, on va dire, se détériore, même si, encore une fois, c'est pas, on ne peut pas dire qu'il y a de conflit majeur, si vous voulez, entre les États-Unis et la Chine. Notamment, donc, ce qui se passe, c'est que les États-Unis regardent avec attention l'évolution, ce qu'on pourrait appeler l'emprise stratégique de la Chine en Asie. Et les différends, pour le moment, ils sont plutôt par l'intermédiaire d'alliés interposés. Il y a naturellement le Japon. Alors le Japon, c'est lié déjà à l'absence de réconciliation historique dans la région après la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à l'Europe où on a eu une réconciliation franco-allemande, il n'y a pas eu de réconciliation entre la Chine et le Japon en Asie. Et puis, il y a ces différents territoriaux qui portent notamment sur les îles Senkaku, Diaoyu. Et si les États-Unis, on considère que ces îles sont couvertes par le traité d'assistance militaire entre les États-Unis et le Japon, et c'est depuis Obama, depuis 2014, ils ne se sont jamais prononcés officiellement sur la question de la souveraineté du Japon sur ces îles. Sur Taïwan, le dossier est suivi également avec attention par les États-Unis, mais sur un mode qui consiste pour le moment à réaffirmer la volonté de pouvoir régler les différends éventuels, mais aussi de consolider le régime taïwanais, tant sur le plan économique que sur le plan de la sécurité. Et c'est sûr que là aussi, l'attitude de la Chine globalement ces derniers temps dans la région est plutôt quand même d'affirmer sa puissance, ce qu'il ne faisait pas autrefois. Aujourd'hui, il y a moins de, on va dire, le président chinois Xi Jinping se sent moins contraint, il se sent beaucoup plus libéré, et on le voit bien vis-à-vis d'Hong Kong, mais on le voit également vis-à-vis de Taïwan, ce qui fait que la question de Taïwan, effectivement, est une question qui peut devenir effectivement très sensible dans les années qui viennent. Sur la question de la Corée du Nord, il faut plutôt ranger ce dossier dans le dossier de la non-prolifération, ce qui fait que là, sans aller jusqu'à dire que ça range la Chine du côté des États-Unis, en tout cas, ça les met plutôt en position, on ne va pas dire non pas d'arbitre, mais de médiateur. Parce que la Chine, comme la Russie d'ailleurs, sont des pays qui n'ont pas intérêt à la prolifération, comme tous les pays qui sont des puissances nucléaires au sens du traité de non-prolifération, et ils n'aiment pas en fait de voir de nouveaux entrants dans le club nucléaire. On le voit aussi sur le dossier iranien, où il y a toujours eu une entente entre les Européens, les États-Unis, la Chine et la Russie sur la question de l'Iran et du JCPOA. Et sur le JCPOA, on sait que c'est Donald Trump qui a rompu l'accord, et ce n'est pas les Chinois ou les Russes. Donc, ce qui fait que sur la Corée du Nord, la Chine considère plutôt la Corée du Nord comme une sorte d'allié embarrassant, que naturellement on ne peut pas complètement désavouer, mais la Chine peut éventuellement justement jouer un rôle de médiateur, comme la Russie d'ailleurs, par rapport à ce pays. Et bien sûr, plus que la Russie, parce que les relations économiques entre la Corée du Nord et la Chine sont quand même assez importantes.
Sinon, si on regarde le reste du monde, ce qu'on voit, c'est plutôt une présence économique de la Chine qui se développe. Ça s'est développé notamment durant les 10-15 dernières années en Afrique et en Amérique latine, où la Chine est extrêmement présente. Et on voit bien que l'initiative BRI, Belt and Road Initiative, vise bien entendu à développer les relations commerciales de la Chine et en fait l'influence globale de la Chine sur la scène internationale. Je parlerai peut-être plus tard de la question éventuellement du développement des bases militaires de la Chine à l'étranger. Si on regarde la question maintenant de l'effort de défense proprement dit, la question de l'effort de défense proprement dit, c'est une situation qui, on va dire, qui perdure depuis 25 ans maintenant et qui fait que la croissance du PIB chinois, c'est d'environ 10% par an. Alors, certaines années, ça va être 7-8, d'autres années, ça va être plutôt 11-12. Là où la croissance aux États-Unis ou dans les pays occidentaux en général dépasse pas 2 à 3%. Donc, vous n'avez pas besoin d'augmenter votre budget de défense pour avoir un rattrapage de votre budget de défense par rapport au budget des États-Unis. Vous pouvez rester, comme c'est le cas actuellement, aux alentours de 2% du PIB, ce qui est relativement modéré. Vous aurez de toute façon un rattrapage au niveau de l'effort de défense de la Chine par rapport aux États-Unis. Alors après, bien sûr, c'est toujours difficile d'interpréter les chiffres sur l'effort de défense de la Chine. Mais si on prenait par exemple le Military Balance, qui est une source anglo-saxonne, donc qui n'est pas censé, j'ai envie de dire, minorer le budget de la défense chinois, on arrivait à quelque chose comme 180 milliards de dollars à mettre en rapport avec les 700 milliards de dollars des États-Unis. Et en termes d'effort de défense rapporté au PIB, finalement, l'effort de défense chinois il est inférieur à celui des États-Unis. Il serait donc d'environ 2%, on estime, pour la Chine, ce qui est l'objectif d'ailleurs qui est demandé aux pays de l'OTAN, donc aux Européens et j'ai envie de dire aux Américains, mais les Américains, eux, ils sont au-dessus, puisque leur budget de défense représente à peu près 3,4% du PIB des États-Unis. Si on regarde l'évolution de la puissance militaire chinoise, ce qui est frappant, mais comme dans le domaine économique, mais c'est sûr que quand on suit les questions stratégiques et les questions de défense, ce qui est frappant, c'est de voir la vitesse à laquelle ce rattrapage s'est fait. Si vous preniez la Chine dans les années 80 ou dans les années 90, franchement, c'était considéré, je ne vais pas dire comme un nain sur le plan militaire, mais on voyait naturellement une armée populaire chinoise extrêmement pléthorique, extrêmement nombreuse, mais les capacités militaires, dans un certain sens, pouvaient sourire. Notamment dans les années 80, 70, 80, les Chinois avaient acheté des hélicoptères à l'aérospatiale à cette époque-là. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils en achetaient 3 ou 4, ils les démontaient, ils essayaient de les copier. Et c'était la même chose dans le domaine spatial. Et après, ils lançaient des fusées qui s'écrasaient. Donc, on avait tendance un peu à sourire sur les capacités de la Chine. Et d'une certaine manière, j'ai vécu un peu ça parce que donc dans ma biographie, je ne sais pas si vous avez vu, donc j'ai fait la 31e session du CHEAR en 1995 et le grand voyage était en Chine. Donc, on a fait un tour de la Chine, si je puis dire, pour aller voir les capacités militaires chinoises. Et ce qui était étonnant, c'est effectivement, on voyait bien qu'ils étaient… il y avait à la fois ce côté très peu développé de la Chine, et puis en même temps, moi je me souviens, je ne sais plus si c'était c'était pas à Shanghai, je crois que c'était à Pékin. On était dans un immeuble sur une tour et j'ai fait un 360 degrés pour regarder autour de moi et j'ai essayé de compter tout simplement le nombre de grues qui étaient en train de fabriquer des bâtiments, des immeubles. Et c'était étonnant. Si vous voulez, vous peniez à compter parce qu'à la fin, vous arriviez à une centaine.
Et c'était totalement étonnant. Et là, on voyait bien, effectivement, qu'il y avait une puissance en termes de rattrapage économique qu'on pouvait voir, j'ai envie de dire, visuellement. Maintenant, encore une fois, c'est le moment où les fusées chinoises s'écrasaient et où les ingénieurs qui m'accompagnaient au CHEAR à cette époque-là, puisque moi, je suis encore une fois, je suis sciences sociales, si vous voulez. Moi, ma formation est juridique et j'étais avec des ingénieurs de la DGA et des ingénieurs dans les entreprises françaises. Et en fait, ils avaient encore un petit sourire hein, par rapport aux capacités chinoises à cette époque-là. Et je pense que le sourire, aujourd'hui, il a totalement disparu par rapport aux capacités chinoises. Et si on prend l'évolution notamment de ces capacités militaires chinoises dans les années 90, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, ils commencent à avoir beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas ces capacités technologiques. C'est le moment donc où j'ai pu faire cette visite en Chine. Et avec ces moyens, en fait, ils achètent du matériel, et notamment du matériel à la Russie, hein, puisque l'Union soviétique vient de cesser d'exister. Les Russes sont quand même dans une situation économique qui se dégrade. Ils ont encore des capacités industrielles de défense qui sont importantes. Et donc, effectivement, une des bouées de sauvetage pour eux, c'est de vendre du matériel, et notamment à cette époque-là, des sous-marins ou des avions de combat aux Chinois. Et les Chinois demandaient déjà des transferts des technologies, et les Russes étaient un peu, faisaient attention, hein, parce qu'ils avaient bien conscience de ce risque de rattrapage technologique de la part de la Chine. Enfin, si on prend la situation au début des années 2000, vous avez certes un nombre des capacités militaires qui augmentent, mais enfin, à cette époque-là, un Sukhoi 27, ce n'est pas le F-35 américain que les Américains commencent à construire. Hein. On est avec des avions de la 3e ou 4e génération, et les sous-marins Kilo ne valent pas les sous-marins américains, c'est très clair. Donc vous avez quand même, au début des années 2000, un début de rattrapage, mais il n'y a pas de rattrapage technologique. Alors, donc pourquoi la Chine fait-elle peur aux États-Unis? On l'a dit déjà, la première chose, c'est la vitesse du rattrapage quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le budget de la défense chinois, c'est grosso modo, quelque chose près, l'ensemble des budgets de défense des pays de l'Union européenne. Hein, donc, c'est déjà extrêmement important. Et si vous prenez les États-Unis pour la Chine, et plus la Chine, ça fait plus de 50% des dépenses maritimes, des dépenses militaires mondiales. La deuxième chose qui a changé, j'en ai déjà un peu parlé, c'est le discours de la Chine. Et jusqu'à maintenant, le discours de la Chine était au fond très, on va dire, défensif. Hein. C'était plutôt protéger le glacis maritime de la Chine, au fond protéger la Chine contre les agressions extérieures. Et Xi Jinping a rompu avec ses prédécesseurs dans le discours du 19e congrès du Parti communiste, hein, donc en 2017. Donc ça a consisté à prôner une armée à vocation régionale. Enfin, autrefois, c'était une armée à vocation régionale. Et là, Xi Jinping a appelé à construire une APL de classe mondiale d'ici 2050. Et à cette époque-là, on voit l'inauguration de la première base militaire à l'étranger, qui est celle de Djibouti. Et si on prend cette question des bases militaires, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez cette base militaire qui est à Djibouti, vous n'en avez qu'une pour l'instant, une base militaire chinoise, mais selon les États-Unis, qui suivent avec attention la politique chinoise, les Chinois seraient en discussion avec un grand nombre de pays pour développer des facilités, on va dire, à l'étranger, que ce soit sur le plan naval, aérien ou des forces terrestres. Alors, dans les pays qui sont cités par les États-Unis, vous en avez un grand nombre. Je ne pense pas que tous soient véritablement des cibles,
Mais il faut quand même regarder ça avec attention. Donc, vous avez la Birmanie, la Thaïlande, Singapour, l'Indonésie, le Pakistan, le Sri Lanka, les Émirats arabes unis, vous avez le Kenya, les Seychelles, la Tanzanie, l'Angola et le Tadjikistan. Et puis aussi le Cambodge. Donc, vous avez des pays dans la zone asiatique. Effectivement, le Cambodge serait certainement, bien qu'ils ont daigné être en discussion avec les Chinois, c'est sûr que le Cambodge, la Birmanie pourraient être les premières cibles. Mais il faut voir également, effectivement, que les Chinois sont très implantés en Afrique et que ça pourrait effectivement être une autre zone où les Chinois pourraient s'implanter. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur Belt and Road. Belt and Road, si vous voulez, je pense que ce sera dans un deuxième ou dans un troisième temps. Pour le moment, c'est juste de l'influence économique, mais c'est sûr que dans les financements, il y a des financements pour construire des ports, ou pour racheter des ports, ou pour développer des ports. Et déjà, le premier risque, c'est que quand les emprunteurs vis-à-vis des Chinois ne peuvent plus rembourser, les Chinois peuvent prendre le contrôle des ports. Donc ça c'est un risque. Et ça pourrait être effectivement, pas tout de suite, j'ai envie de dire, mais dans une décennie ou 2 décennies, ça pourrait être effectivement des points d'appui pour la Chine. La Chine aussi commence à être regardée au niveau pour son activité au niveau de la zone arctique, qui, avec le réchauffement climatique, prend de plus en plus d'importance au plan stratégique. Et puis, le troisième point, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, il n'est pas lié tellement à la Chine, il est lié aux États-Unis, au fond. Parce que les États-Unis, c'est la superpuissance mondiale. Et c'est la seule superpuissance mondiale, on va dire, depuis 1990. À partir du moment où il y a la chute de l'IRSS, les États-Unis n'avaient plus de menaces en tant que telles. Il y a eu le terrorisme au début des années 2000, qui effectivement pouvait être une menace, mais qui n'était pas une menace par rapport à la puissance économique, par rapport à l'hyperpuissance et le fait que les États-Unis étaient la première puissance mondiale. Voilà. Là, ils ont un rival. Ils ont un rival qu'on peut qualifier de systémique, c'est-à-dire dans tous les domaines, économiques, commercial, et puis donc de plus en plus militaire. Et ça, c'est ce qui inquiète beaucoup les États-Unis. Ça les inquiète d'abord au niveau économique, mais naturellement, ça les inquiète également au niveau militaire. Et là, sans même qu'il y ait véritablement, j'ai dit en première partie qu'il n'y avait pas de différence, le seul fait que la Chine rattrape les États-Unis, ça crée une sorte de différent pour les États-Unis parce que, d'une certaine manière, c'est quelque chose d'inacceptable. Et cette inquiétude, elle est née progressivement. On l'a vu notamment, alors que ce n'était pas encore une inquiétude économique, mais ça commençait à être une inquiétude technologique et militaire, à la fin des années 90, quand les Américains se sont aperçus que les Chinois développaient des satellites grâce à des entreprises américaines. Et que donc la compétition dans l'espace, les Chinois commençaient à entrer dans la compétition dans l'espace face aux États-Unis, mais grâce aux entreprises américaines. Et à ce moment-là, il y a eu un coup de bâton au moment de l'administration Clinton. Et ce coup de bâton, ça a été que les États-Unis ont décidé à ce moment-là, du jour au lendemain, que la technologie des satellites était une technologie, alors on ne va pas dire militaire, mais elle était itarisée. C'est-à-dire qu'elle passait sous le coup de la législation américaine, où on considérait que tous les composants de satellites étaient des composants militaires, et donc ils ne pouvaient pas être vendus à la Chine. Donc la Chine a été mise au fond sous embargo sur les composants satellites à partir de la fin des années 90, et c'est à ce moment-là aussi que le Congrès américain donc, a demandé à ce que le gouvernement, dans le National Defense Authorization Act, qui a été adopté pour l'année fiscale 2000, de faire un rapport annuel sur la puissance militaire chinoise. Et donc, vous avez ce rapport qui est publié maintenant tous les ans depuis 2000 et qui, en soi, marque le fait que la Chine est un rival.
Alors, depuis cette législation sur les composants satellites, elle a été levée notamment sous Barack Obama, parce que les entreprises américaines qui étaient dans le domaine j'ai envie de dire, ils sont montés au créneau, ils ont fait du lobbying, parce qu'au fond, tout ça favorisait les Européens. Et donc, ils se retrouvaient dans une situation de non-concurrence par rapport à par rapport aux entreprises européennes, et ils ont demandé finalement que ces composants satellites soient désitarisés et remis dans la liste d'usage EAR. Si on prend là aussi, c'est intéressant de regarder le premier rapport du Pentagone qui est fait au Congrès américain sur la puissance militaire chinoise. Et à ce moment-là, l'armée populaire de Chine était considérée comme une armée importante, mais surtout archaïque et mal adaptée aux ambitions à long terme du Parti communiste chinois. Alors maintenant, le troisième point, c'est la question du rattrapage technologique. Et en fait, l'inquiétude américaine, elle est liée à ce rattrapage technologique chinois, plus que le rattrapage militaire proprement dit. Si vous voulez, on va dire que le rattrapage militaire, d'une certaine manière, il suit le rattrapage technologique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ceux qui ont, si je puis dire, tiré la sonnette d'alarme, ça a été les personnes qui étaient dans l'entourage de Barack Obama, dans l'administration de Barack Obama. Donc ça a été à la fois la politique du pivot, en termes de politique étrangère, c'est-à-dire le basculement stratégique des États-Unis sur l'Asie, mais ça a été également le fait qu'il y a eu tout d'un coup une très grande inquiétude sur ce qui pourrait devenir non pas un rattrapage technologique chinois, mais un retard technologique pris par les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Et c'est comme ça qu'est né, à partir de 2014, donc au deuxième mandat d'Obama, ce qu'on a appelé la Sword of Set stratégie américaine, qui est une stratégie en fait en faveur de l'innovation de défense, l'innovation technologique aux États-Unis. Et en fait, cette innovation technologique, elle est censée répondre au retard pris par les États-Unis vis-à-vis de la Chine, ou en tout cas le retard ressenti par un certain nombre on va dire, d'experts ou de chercheurs aux États-Unis sur l'avantage technologique que serait en train de prendre la Chine. Alors, ce qui est intéressant, c'est le terme lui-même, parce que Sword of Set stratégie, en fait, c'est donc Sword of Set stratégie, la troisième offset stratégie, et ça renvoie en fait aux deux premières offset stratégies, qui étaient des offset stratégies vis-à-vis de la menace soviétique, qui était dans un premier temps, la première offset stratégie, c'était au moment où la Russie commençait à avoir l'équilibre stratégique nucléaire à la fin des années 50. Et la deuxième offset stratégie, à la fin entre fin des années 70-80, là aussi c'est une offset stratégie qui est technologique, et qui fait après, derrière, la révolution dans les affaires militaires qui vont conduire les États-Unis notamment à développer tout ce qui est armes de précision et le début de la digitalisation en fait du champ de bataille. Donc, c'est des personnes qui étaient dans l'administration Obama, qui venaient d'ailleurs d'un think tank américain, le Center for New American Security, le CNAS, et comment dire, on va dire le pape, si je puis dire, la Sword of Set stratégie, c'était le numéro 2 au niveau du Pentagone, c'est-à-dire que c'était Robert Work, qui travaillait à ce moment-là avec Ashton Carter, qui était le secrétaire d'État à la Défense. Alors, c'est un peu passé inaperçu au tout début, tout simplement parce qu'on était en fait dans une phase plutôt de diminution des dépenses de défense aux États-Unis, avec notamment toute la question de la séquestration au niveau du Congrès américain. Et en fait, ces gens-là, ils ont commencé à dire, bon, ben déjà, il faut stopper la baisse du budget de la défense. Ils ne se prononçaient pas nécessairement pour une remontée en puissance du budget de la défense, mais en tout cas de stopper la baisse et surtout d'orienter véritablement les développements sur des équipements
qui serait d'une génération tout à fait différente, c'est-à-dire de stopper un petit peu, au fond, les grandes plateformes telles qu'elles étaient développées dans les années 2000 ou début des années 2010. Ce qui est intéressant, c'est que cette équipe-là, qui était en place en 2014, elle est en train de revenir à l'heure actuelle avec Joe Biden. Parce que si vous regardez un peu les administrations, c'est d'ailleurs très intéressant, si vous regardez les administrations américaines, vous voyez qu'il y a en fait une très grande filiation, notamment dans les administrations démocrates. Ceux qu'on retrouve sous Obama, ils étaient déjà souvent sous Bill Clinton, et ceux qu'on va retrouver sous Joe Biden, c'est des gens qu'on retrouvait déjà sous Barack Obama. Donc la politique de sort of cette stratégie que Trump avait cassée, au moins comme tout, il avait cassé tout ce qu'avait fait Obama, mais au moins il l'avait cassé, si je puis dire, au moins dans la façon dont c'était formulé. Ça ne veut pas dire que ça a cessé d'exister. Mais là, je pense que ça va reprendre une très grande vigueur avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Et on l'a vu d'ailleurs dans les discours, que ce soit d'Hillary Clinton, il y a eu un article dans Foreign Affairs à la fin de l'année dernière, ou de Michel Flournoy, qui a failli être secrétaire d'État à la Défense, et qui était la fille qui avait créé le CNAS. Et là, le discours qui était tenu, que ce soit par Hillary Clinton ou par Michel Flournoy, c'est de dire on n'a pas besoin d'un très grand nombre de bases aux États-Unis, on n'a pas besoin d'un très grand nombre de porte-avions. Il y a véritablement une volonté d'avoir un saut technologique dans l'armée américaine, notamment sur des équipements qui seraient plus des drones, du cyber, enfin des choses de ce genre. Et il est sûr que l'indice peut-être majeur de ce rattrapage technologique de la part des États-Unis, de la Chine, pardon, ça a été naturellement la question de la 5G, une technologie donc qui n'est pas militaire, mais qui peut avoir des impacts au niveau militaire, et où surtout les Américains sont passés à côté, donc ils ont considéré que ce n'était pas nécessaire de développer la 5G, et maintenant ils se retrouvent avec un risque, tout comme les Européens d'ailleurs, de dépendance technologique par rapport aux capacités chinoises. Alors, si on regarde aujourd'hui tout simplement l'équilibre des forces, si on regarde donc le dernier rapport au Congrès américain sur la puissance militaire chinoise, ce qui est noté, c'est d'abord que maintenant la Chine est la première puissance navale, c'est-à-dire qu'il y a plus de bâtiments de surface et de sous-marins chinois qu'il n'y a de bâtiments de surface et de sous-marins américains. Ils comptabilisent 350 navires et sous-marins, donc 130 grands combattants de surface contre 293 bateaux pour l'US Navy. Vous avez comptabilisé environ 2000 avions de combat, donc missiles balistiques et missiles de croisière, des capacités, ce qu'on appelle anti-access avoidance, c'est-à-dire en fait des capacités d'interdiction qui fait que on ne peut pas véritablement, si un conflit s'engage avec la Chine, nécessairement, si vous voulez percer les défenses, vous perdrez notamment vous perdrez des avions de combat. Ou alors, il faut fonctionner avec des armes non pilotées. Sinon, vous avez des risques importants. Et puis, rattrapage dans le domaine spatial avec des capacités anti-satellites, capacité de géolocalisation par satellite. Pour ce qui est de la puissance nucléaire, elle est de 200 têtes nucléaires aujourd'hui, ce qui n'est pas extraordinaire. La France, c'est 300 têtes nucléaires, mais avec les nouveaux équipements, ça pourrait passer à 400 têtes nucléaires. Là, ce qui est important, c'est que il faut bien voir qu'on est quand même dans une phase, globalement, de stabilisation, voire de réduction du nombre de têtes nucléaires dans le monde, puisque le traité New START a été prolongé là récemment entre la Russie et les États-Unis, donc ça fixe à peu près un peu plus d'une millier, entre 1000 et 1500 têtes nucléaires pour la Chine et pour les États-Unis. Et tout le monde, on va dire grosso modo, diminue ou stabilise, et les Chinois, eux, sont quand même en train de monter. Alors c'est vrai que c'est lié aussi à la modernisation de leurs forces. Il y a quelque chose qui peut-être inquiète. Alors,
beaucoup plus les États-Unis et qui, en même temps, provoque des réformes, on va dire, aux États-Unis, dans tous les pays européens. C'est le fait qu'il y a une fusion, si je puis dire, entre la base industrielle et technologique de défense et le monde civil. C'est-à-dire qu'il y a un décloisonnement total entre les progrès technologiques civils et la base et l'industrie de défense. Si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, la sœur de cette stratégie, c'était déjà ça. C'était justement essayer de décloisonner le civil et le militaire, notamment pour tout ce qui est digitalisation, numérisation, parce que les progrès sont faits dans le monde civil. Et la question, c'est de l'appliquer au monde militaire. Si vous regardez l'Agence d'innovation de défense en France, qui a été créée il y a 2 ans, c'est la même logique également que vous retrouvez derrière de décloisonnement entre la recherche militaire et la recherche civile. Et si vous regardez au niveau de l'Union européenne, donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a 1 semaine ou 10 jours, il y a une communication de la Commission européenne qui est sortie. Et ça parle également de la question des synergies entre civil, défense et espace. Et là aussi, l'Union européenne va essayer de voir comment ils peuvent avoir peut-être une meilleure cohérence entre les programmes qui sont des programmes civils, comme le programme H2020, par exemple. Enfin, H2020, c'était l'ancien. Maintenant, ça s'appelle Horizon Europe sur la période 2021-2027, ou le Fonds européen de défense qui vient d'être créé, où vous aurez 8 milliards pour la défense. Et effectivement, la question, c'est que dans les domaines qui seront financés dans Horizon Europe, il y a des domaines qui peuvent intéresser la défense. Et ça peut être utile de pouvoir faire le lien entre les deux. Là où les États-Unis s'inquiètent, c'est que là où nous, de notre côté, ce décloisonnement, il n'est pas si simple que ça, du fait, et c'est assez normal, des mentalités, si vous regardez tout simplement la politique de Google aux États-Unis ou des entreprises les GAFAM, les GAFAM, ils sont quand même un peu, il ne faut pas croire qu'ils vont travailler comme ça pour le monde de la défense. Il y a quand même des réticences à faire ce genre de choses aux États-Unis, même si vous avez des passerelles dans les pays. C'est sûr que si vous regardez les personnes qui ont été dans les GAFAM, effectivement, on peut les retrouver au Pentagone ou la DARPA avant ou après. Mais ça ne veut pas dire, malgré tout, que Google ou ces entreprises des GAFAM vont travailler pour le monde de la défense de manière aussi simple. En Chine, non, c'est ça qui inquiète aussi les États-Unis. C'est que la Chine, tout le monde j'ai envie de dire, va aller dans la même direction et que cette direction, ça peut être justement au profit du monde de la défense. Et c'est là que vous trouvez le risque et la crainte d'une certaine manière entre le fonctionnement d'un régime autocratique et le fonctionnement de régimes démocratiques. Avec je ne veux pas dire de supériorité, je ne vais pas dire ça, mais c'est vrai que c'est plus simple pour ces régimes-là de faire fonctionner le monde civil pour le monde de la défense. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On a toujours ce différentiel. Donc, je regardais les chiffres sur 2020 en termes de PIB. Vous avez toujours un différentiel de 6% à peu près entre les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire que concrètement, le PIB chinois il a continué à augmenter, certes beaucoup moins, 2,3% en 2020, mais il a baissé aux États-Unis de 3,5%. Si on regarde aujourd'hui la politique des États-Unis, il est assez clair que la Chine, c'est, j'ai presque envie de parler d'ennemi public numéro 1. Ils sont focalisés sur le sujet. Et même quand vous voyez Joe Biden aujourd'hui essayer de séduire les Européens par rapport à Donald Trump, je pense qu'il le fait aussi pour ressouder l'Alliance, et notamment l'Alliance Atlantique, mais avec comme objectif derrière la lutte contre la Chine.
C'est-à-dire que la Russie n'est pas véritablement considérée pour les États-Unis comme la menace majeure. Elle l'est pour un certain nombre de pays européens et notamment pour les pays du Nord ou du centre de l'Europe. Elle ne l'est pas pour les États-Unis et je pense que les États-Unis continuent à considérer que la Chine est le rival principal. Et ça ne changera pas énormément entre l'administration Trump et l'administration Obama. En plus, est-ce qu'il y a eu véritablement une administration Trump? C'est en partie, oui, quand même, mais pas complètement. Hein. Trump, c'était quand même très particulier. Et vous avez un certain nombre de personnes qui ont travaillé, y compris au département de la Défense, qui n'étaient pas spécifiquement dans le camp de Trump, hein, républicain dur de Trump. Vous avez d'ailleurs, si vous regardez un peu les personnes dans les administrations, c'est vrai qu'il y a plutôt eu une rupture au département d'État, mais au département de la Défense, il y a eu beaucoup plus de continuité en vérité entre les présidences Obama, Trump et maintenant Biden. C'est quand même en partie les mêmes personnes, et ces personnes, elles ont les mêmes, j'ai envie de dire, elles ont les mêmes logiques en tête. Mais si vous regardez simplement sur un temps long la politique des États-Unis, qu'est-ce que vous voyez? Le retrait des troupes américaines d'Irak en 2009, la politique du pivot de Obama, c'est 2011, l'engagement limité en Libye, c'est 2011 également, le refus de bombarder la Syrie, c'est 2013, le retrait des troupes d'Afghanistan, c'est 2014, ensuite la décision de Trump de retirer les troupes de Syrie, c'est 2018. Ensuite, vous avez le désengagement des troupes américaines d'Europe en 2020. Alors certes, c'est vrai que Biden a décidé de geler la décision de Trump de retirer 10 000 hommes de troupes américaines d'Allemagne, mais je pense que là aussi, plus que la question stratégique, c'est la question surtout de ressouder l'Allemagne aux États-Unis. Et peut-être aussi d'ailleurs de les séparer un peu, nos amis allemands, des Français, et de leur idée un peu, comment dire, séditieuse, on va dire, donc le mot est exagéré, d'autonomie stratégique européenne. Voilà. Et sur la question des engagements extérieurs, je pense que la période Bush, notamment junior, d'engagement extérieur intensif ou extensif, vous appelez comme vous voulez, mais il faut bien voir que je n'ai pas en tête le nombre d'hommes de troupes américains sur les territoires extérieurs, mais on en était à 160 milliards de dollars de dépenses d'opérations extérieures aux États-Unis. Sur un budget qui était de 600 milliards de dollars. Donc, c'était extrêmement important. Et ça, Trump, il a dit, allez, on rapatrie les boys à la maison. Je ne pense pas que Joe Biden les renvoie à l'extérieur. Ou en tout cas, s'il le fait, il le fera de manière mesurée. Je pense que cette période est terminée, tout simplement parce qu'il y a une sorte de retour d'expérience sur ces engagements extérieurs qui est, on va dire, à la fois globalement négatif, et puis surtout, encore une fois, la menace principale, le rival, c'est la Chine. Et la question de la menace chinoise ne se pose pas en termes de présence sur les territoires extérieurs. Il y a quand même effectivement la question de la présence en Asie, que ce soit en Corée du Sud ou en Japon, ou tout simplement de la flotte américaine dans la région, mais ce n'est pas des déploiements massifs de soldats. Autre chose par rapport à la Chine, et là c'est très récent, ça date du 10 février, il y a une task force qui vient d'être mise en place aux États-Unis, qui doit donc travailler durant une période de 4 mois. Il y aura 15 personnes dans cette task force chinoise, donc, et qui donc sera dirigé par Ratner, qui est donc Special Assistant au secrétaire d'État à la Défense, Lloyd Austin. Et la question, c'est bien de revoir la posture
militaire américaine vis-à-vis de la Chine. Donc, ça aussi, ça témoigne du fait que la Chine est visée comme ennemi principal. Alors peut-être pour terminer sur cette question, la réaction des... enfin, si je vais rajouter quand même un point sur la Chine, c'est le rapport du groupe des experts au niveau de l'OTAN, donc qui a rendu, le rapport a été rendu au mois de décembre. Hein. Si ça vous intéresse, je vous incite à aller le regarder, le lire. Et vous voyez quand même que la Chine est citée comme un rival. Ce n'est pas un ennemi. Hein. Personne ne va qualifier aujourd'hui d'ennemi. Je regardais les discours à la conférence des ambassadeurs, la conférence sur la sécurité de Munich récemment, là, le 19 février. Angela Merkel, la Chine, elle a parlé de compétiteurs systémiques. Et si vous regardez l'actualisation de la revue stratégique de défense, là, qui doit dater d'il y a un mois, je pense que le terme utilisé est, je crois, quasiment le même que celui d'Angela Merkel, c'est-à-dire de compétiteurs systémiques. Donc c'est sûr que la Chine est aujourd'hui placée au premier rang, on va dire. Alors pour les uns, des inquiétudes, et en même temps, là aussi, si vous regardez le discours d'Angela Merkel à la conférence sur la sécurité de Munich, elle a indiqué que donc c'était un compétiteur systémique, mais que la Chine était également un pays avec lequel on devait coopérer conjointement pour régler un certain nombre de questions majeures au niveau international, et notamment, par exemple, la question ça peut être le Covid-19, mais surtout la question du changement climatique. Donc, il y a une petite nuance qui est apportée par Angela Merkel. Emmanuel Macron donnerait la même petite nuance. Et je pense que si l'Union européenne en tant que telle devait se prononcer, on aurait la même petite nuance. Ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, il pourrait y avoir quand même un décalage, en fait, entre... on va voir d'ailleurs comment les discussions vont se dérouler à l'OTAN sur le sujet, sur la question de la façon dont la Chine est perçue. Il faut bien voir que de ce groupe des experts au niveau de l'OTAN, qui a rendu son rapport donc, au mois de décembre, la recommandation principale, et c'était aussi quelque chose qui était demandé par Emmanuel Macron, ce groupe des experts, d'ailleurs, il a été au fond provoqué par Emmanuel Macron, et sa fameuse interview dans The Economist où il avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Et donc, la première conclusion de ce rapport, c'est de dire qu'il faut amender, réviser le concept stratégique de l'OTAN. Donc, amender, réviser le concept stratégique de l'OTAN, qui date de 2010, ça veut dire nécessairement faire un texte où il va falloir déterminer comment la Chine est officiellement, cette fois-ci, et non pas uniquement dans un groupe d'experts, est perçue par l'Alliance Atlantique. Mais parallèlement, l'Union européenne doit aussi se positionner sur le sujet de manière générale, économique et autres, mais également au niveau sécurité, parce que vous avez le même exercice, si je puis dire, qui est en cours au niveau de l'Union européenne, avec ce qu'on appelle le Strategic Compass, c'est-à-dire la boussole stratégique, qui est une sorte, au fond, de petit mini-livre blanc au niveau européen sur la défense, qui devrait déboucher en présidence française. Et l'objectif, c'est que le texte soit adopté en mars 2022. Donc, a priori, le processus européen va plus vite que le processus otanien. Il est en avance, si vous voulez. Mais en même temps, il ne peut plus être totalement découplé. Parce que, j'ai envie de dire, le processus otanien, il va commencer et on voit bien que la question du dialogue entre l'OTAN et l'Union européenne sur la question tout simplement des concepts stratégiques, des documents stratégiques, est en jeu aujourd'hui. Alors, autre élément peut-être important sur ces questions-là, c'est qu'au niveau européen, il a aussi été décidé, hein, et à mon avis, ça me semble une excellente chose, qu'il y ait un dialogue direct entre les États-Unis et l'Union européenne sur les questions de sécurité. C'est-à-dire en fait que ce dialogue ne passe plus uniquement par l'OTAN, ce qui me semble une très très bonne chose. Sachant que, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais que
tous les membres de l'Union européenne ne sont pas membres de l'OTAN et que vice-versa. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'en ai terminé. Bien, merci beaucoup, Monsieur Moni. C'était évidemment extrêmement passionnant et vous avez couvert un grand nombre de choses. Il y a une question générale qui me vient à l'esprit en vous entendant, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait que les deux pays font une surenchère malgré tout dans cette compétition technologique, mais qui se traduit par une surenchère dans l'armement, et le fait qu'a priori, il semble qu'ils ne veulent jamais faire la guerre l'un contre l'autre. Mais on peut se demander si, malgré tout, cette montée en puissance des deux grandes puissances militaires ne met pas en péril quand même la paix du monde. Pas de façon forcément semblable, évidemment, à celle qu'on avait connue avec la guerre froide États-Unis-URSS, mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Parce que sinon, on peut se dire que cette surenchère, en tout cas sur l'aspect militaire, est un peu presque une perte d'énergie, si vous voulez. Et puis si vraiment ça ne doit pas déboucher, ce qu'on souhaite bien sûr, sur une forme de conflit. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des zones qui pourraient devenir conflictuelles? Pour l'instant, on est dans une situation où les zones sont pas conflictuelles. Je pense qu'on est dans une période où effectivement on va assister quand même. Alors, avec ce bémol du Covid-19, dont on ne sait pas très bien les conséquences économiques, si vous voulez, ça y est, maintenant ça commence à se dire ouvertement. Moi, je pensais d'ailleurs au début qu'il n'y aurait pas de baisse des dépenses de défense au tout début du Covid-19. Et dès le départ, j'ai dit la situation ne sera peut-être pas la même en 2023. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on relance, y compris par la défense, c'est tout à fait normal. Mais un jour, j'ai envie de dire, il faudra peut-être passer à la caisse et à ce moment-là, on regardera ce que ça va donner. Mais c'est sûr qu'on est dans une croissance, même si elle n'est pas extrêmement importante. Alors, elle l'est en Chine, mais du fait de la croissance économique, on est effectivement dans plutôt une croissance des budgets de défense, ce qui n'était pas le cas au début des années 2000. Et donc, on peut être dans une phase qui ressemblerait effectivement à ce qui était la compétition américano-soviétique dans les années 50 et dans les années 60. Bon, après, ça n'a jamais débouché, cette compétition, sur une guerre directe. Il y a eu des guerres indirectes, c'est sûr, et ça a débouché à partir du début des années 70 sur des mesures en matière de maîtrise des armements. C'est-à-dire pas du désarmement, mais on a commencé à considérer que tout ça, c'était beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose, et qu'au moins, il fallait limiter, au fond, la dépense budgétaire par une forme d'équilibre stratégique. Si on suit la logique de ce qui s'était passé à ce moment-là, je pense qu'on aura un certain nombre d'années où il n'y aura aucune contrainte, si vous voulez, si je puis dire, sur les dépenses de défense, et peut-être qu'effectivement, dans quelques années, la question se posera. Mais avec cette différence quand même, et c'est ça qui est un peu... il y a un rapport, si vous voulez, qui est exactement l'inverse qu'au moment où on était Union soviétique et États-Unis. Il faut bien voir qu'à la fin de la guerre froide, l'Union soviétique, les dépenses de défense, c'était plus de 10% du PIB. Là où les États-Unis, c'était très important, mais c'était entre 4 et 5%. Aujourd'hui, la situation, elle est inverse. C'est-à-dire que vous avez des dépenses de défense qui augmentent en Chine, mais au fond, l'effort rapporté au PIB, il est moins important qu'aux États-Unis. Donc, le risque, c'est plutôt qu'aujourd'hui, si on regarde uniquement les chiffres, c'est que ce soit les États-Unis qui s'essoufflent et pas la Chine. Ce qui n'était pas le cas au moment de la guerre froide, où c'était l'Union soviétique qui s'essoufflait. Donc ça, c'est peut-être la différence entre les deux. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir des années 70, il y a eu quand même une volonté d'essayer de limiter les dépenses de défense et surtout d'essayer d'avoir un équilibre stratégique pour éviter d'avoir un conflit direct. Si on regarde les questions territoriales,
je pense que malgré tout, le risque principal, c'est Taïwan, effectivement. C'est Taïwan parce que, si vous voulez, tant que la Chine ne se sentait pas en position de force, je veux dire, ils étaient extrêmement prudents. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont moins prudents dans ce qu'ils considèrent d'une certaine manière être c'est même pas leur glacis, c'est leur, au fond, c'est leur souveraineté, que ce soit sur Hong Kong ou que ce soit sur Taïwan. Et ça, effectivement, ça peut présenter un risque, c'est vrai. D'accord. Merci beaucoup.